Merci beaucoup, Philippe, pour ces précisions. Une réaction de Jean-Michel, Béatrice, sur comment on peut agir sur ces mécanismes qu'il vient d'évoquer Philippe? Moi, je veux bien, comment dirais-je, intégrer les langues au droit culturel, puisqu'en fait, les droits culturels, comment dirais-je, ont comme base d'avoir une autre acception sémantique du terme culture. Le terme culture en France est souvent la relation que les personnes vont avoir avec l'art. Voilà. En fait, le démarrage du nouveau paradigme, il est dans l'acception anthropologique qui va mettre les droits culturels et la culture dans la capacité de faire sens pour les personnes dans leur vie. Et effectivement, va rentrer dans le terme culture, comment dirais-je, tout ce qui va donner à la personne la possibilité de faire signification pour elle. Et les langues, bien sûr, vont effectivement rentrer dans le terme, mais il y a tous les rites, les coutumes, il y a effectivement tout ce que la personne va désigner comme étant un fondamentaux de sens pour elle. Et donc, les droits culturels ont cette capacité d'inclusion on va dire, de la personne dans son ensemble, dans toutes ses dimensions. D'où effectivement le fait que Jean-Michel disait que arrêter de parler des publics et parler des personnes, ça change la donne, parce qu'on fait avec les personnes dans toutes les dimensions. Et ne pas oublier que les droits culturels ont effectivement aussi la même finalité que l'éducation. Donc l'éducation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exducere, ça veut dire conduire hors de la tutelle du maître pour que les personnes soient autonomes. Et donc, effectivement, on peut penser que l'EAC va, pour reprendre les propos de Philippe, va effectivement permettre d'élargir l'éducation au-delà de l'éducation nationale et du système des enseignements pour effectivement que l'autonomie soit proposée par tout ce qui va faire sens dans la culture des personnes. Et effectivement, là, on a l'association de éducation artistique et culturelle, donc le champ est excessivement large. Donc en fait, je vais maintenant passer à un exemple, comment dirais-je, dans l'application du projet. Voilà. Donc, dans le projet culturel des transmusicales, des trans, on a donc intégré les droits culturels. Et il y a quelques années, quand on faisait une résidence de création en milieu scolaire, on passait 1 an. Aujourd'hui, on passe 4 ans. 4 ans. Donc, la première année, c'est l'année de l'interconnaissance, où effectivement, comme on l'a déjà dit, c'est faire avec les personnes. Donc, pour faire avec les personnes vivant dans un territoire, la première année, elle va effectivement, on va dire, constituer l'équipe qui va travailler la résidence, dont l'acteur culturel qui la propose. Et donc, dans cette équipe, il va y avoir des acteurs culturels du territoire, il va aussi y avoir, comment dirais-je, des écoles de musique, parce que nous travaillons l'art musical, mais il va y avoir aussi, comment dirais-je, les scolaires, mais des EHPAD, mais on va dire, tout un écosystème de personnes qui, sur le territoire, veulent, avec ce projet, mettre en mouvement quelque chose. Donc ça, c'est la première année. La seconde année, ça va être effectivement proposer aux personnes qui désirent, on va dire, travailler avec nous et avec le milieu scolaire, puisque généralement, il y a une école de musique et une classe. Par exemple, on est actuellement au collège de Combourg, donc il y a une classe qui a été, comment dirais-je, qui s'est désignée, voilà. Et donc, ça va être, comment dirais-je, connaître notre, on va dire, proposition musicale, puisque nous sommes en musique actuelle. Et donc, il va y avoir la capacité, là, on va essayer d'activer la capacité de compréhension dans un premier temps, puis d'appropriation, puisque
La troisième année, ça va être la création. Donc, le groupe arrive dans l'école et là, il va y avoir, comment dirais-je, plusieurs professeurs qui vont travailler avec nous pour que les élèves fassent aussi partie du spectacle final, soit parce qu'ils vont écrire des paroles, soit parce qu'ils vont composer avec le groupe, soit parce qu'ils vont effectivement intégrer leur matière scolaire dans la création, par exemple traduction des textes en anglais, par exemple histoire d'eux, etc. Et la quatrième année, on va effectivement rester après la création, après les concerts de restitution, on va encore rester sur le territoire pour la travailler avec eux à ce qu'ils fassent quelque chose qu'ils ont décidé de faire, que ce soit un concert, que ce soit, on va dire, une action particulière. Donc effectivement, ce que je veux dire là, c'est que les droits culturels vont effectivement élargir beaucoup le champ de ce qui était auparavant appelé culture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la démocratisation, ma manière de voir la démocratisation, c'est qu'en fait, on veut amener les publics à, entre guillemets, ce qui va s'appeler la culture savante. Et d'ailleurs, une fois que les enquêtes sociologiques ont prouvé que ça ne marchait pas franchement bien, on est passé à la démocratie culturelle, qui là est la mise en valeur, entre guillemets, des cultures dites populaires, donc les cultures non savantes. Mais une culture populaire, de mon point de vue, est très savante aussi. Donc en fait, c'est pour ça que les droits culturels, ça change de paradigme, c'est qu'effectivement, il n'y a plus cette, on va dire, ces frontières excessivement en silo de la culture égale l'art, et il n'y a plus non plus, comment dirais-je, cette opposition binaire, donc stérile, entre savant et populaire. Donc, la participation des personnes dans ce cas de figure-là, en fait, elle doit être complète et on les prend comme ils sont. Il n'y a pas de volonté de modification des personnes en public. Ils peuvent ne pas aimer ce qu'on propose. Ils ont entièrement, comment dirais-je, la légitimité de dire j'aime ou j'aime pas, mais j'aime pas. Bon, bah d'accord, pas de souci. Alors que dans l'ancien paradigme, on est un peu stigmatisé quand on n'aime pas, quoi. Voilà. Là, en fait, il faut que les personnes, et c'est hyper important de parler des personnes, parce qu'en fait, quand on est une personne, on vous prend dans tout votre ensemble, dans toutes vos dimensions. Donc, pour l'éducation artistique et culturelle, et donc Philippe et Jean-Michel sont bien placés pour connaître l'importance de cette dynamique, puisque Guingamp va bientôt accueillir, enfin, il accueille déjà l'INSEAC, et l'INSEAC va ouvrir comment dirais-je, en septembre prochain. En fait, l'EAC, je pense, permet de réconcilier des choses qui auparavant ne l'étaient pas, étaient, comment dirais-je, prises en silo, étaient, on va dire, opposées. Voilà. Et que l'éducation, c'est effectivement le début du processus d'émancipation des personnes vers leur autonomie. Voilà. Et donc là, on rejoint culture, pour le coup, au sens très large du terme. Excusez-moi, j'ai été un peu longue. Non, c'était très bien, c'était très clair et très compréhensible. Jean-Michel, peut-être une intervention pour Oui, apporter plus de précision? oui, pour prolonger les deux propos précédents. Le propos que je fais totalement mien de Philippe, qui va au-delà des constats pour dire en quelque sorte on fait comment. Et le propos de Béa qui donne un exemple extrêmement intéressant. L'exemple des résidences de trans qui passent de 1 an à 4 ans et qu'elle a développé. La question des droits culturels pose très concrètement pour chaque acteur et pour chaque collectivité territoriale, puisque je rappelle que les politiques culturelles sont une responsabilité partagée par la loi, c'est-à-dire que c'est un des rares domaines où communes, intercommunalités, départements, métropoles, régions et États peuvent intervenir. Responsabilité partagée. Nous avons donc tous des dispositifs de politique publique. On est confronté à cette question démocratique, le passage d'un paradigme à un autre et l'intégration des droits culturels. Ça pose
à mes yeux, une question centrale qui touche tous les acteurs et toutes les collectivités, c'est la question du temps. C'est une question essentielle, parce que si l'on part dans une démarche d'émancipation, de relation, d'échange, ça prend du temps. Il y a énormément d'acteurs qui, en Bretagne, se sont engagés dans ces dynamiques-là. Et pas uniquement dans le monde des festivals et des musiques actuelles, dans le théâtre, dans toutes les esthétiques. Quand on discute avec les acteurs, une compagnie de théâtre, par exemple, qui s'engage dans la démarche des droits culturels, le premier propos qu'elle tient en général, c'est « ça prend du temps ». Ben oui, parce qu'il faut aller boire des cafés avec les gens, il faut peut-être parfois prendre des apéros avec des gens, et tout ça, c'est le tissage de liens pour construire un projet cohérent, collectif sur un territoire donné. Ça prend du temps. Or, toutes les collectivités, peu ou prou, qu'elles le veulent ou qu'elles ne le veulent pas, ont été engagées depuis une trentaine d'années, comme toutes les politiques publiques, dans une logique de chiffres, pour là aussi dire les choses un peu rapidement et peut-être un peu caricaturalement, mais il n'empêche, une compagnie conventionnée par l'État en théâtre doit faire 3 créations pendant la durée de la convention et doit faire en gros 120 dates pendant la durée de la convention. Bon voilà, c'est-à-dire qu'on a traduit des objectifs et toute la politique publique en France a été engagée dans une logique de chiffres. On a traduit les objectifs d'émancipation, de faire société ensemble et de faire humanité ensemble à travers des chiffres. Et bien ça ne marche pas à partir du moment où on s'engage dans les droits culturels. Parce qu'à vrai dire, qu'une compagnie fasse 3 créations et 120 dates pendant la durée d'une convention, est-ce que, ipso facto, c'est mieux ou c'est moins bien en matière d'émancipation, de faire société, etc., etc. On a pensé que le chiffre, en gros, c'était plutôt mieux. Les droits culturels, ça prend du temps. Et il faut que chaque collectivité accepte aussi de desserrer l'étau, en quelque sorte, de la production. Et ça, c'est des cheminements qu'il faut faire et qu'il faut faire, à mes yeux, ensemble, pour qu'il y ait une cohérence sur un territoire qui s'appelle la Bretagne. Et c'est pourquoi j'ai proposé à l'ensemble des collectivités infrarégionales et à l'époque à Franck Riester, ministre de la Culture, d'engager la Bretagne dans le cadre de cette terrible pandémie et de la crise sanitaire, d'engager la Bretagne dans un moment de réflexion. On pose le sac et on réfléchit collectivement, pas l'État d'un côté, pas la région d'un côté, pas les collectivités locales, non, tous ensemble. On réfléchit tous ensemble avec les acteurs à ce qui va et à ce qui ne va pas. Et la question du temps est une question que l'on a retenue comme une question essentielle pour essayer de desserrer cet étau-là. Voilà, je voulais dire ça parce que c'est un élément qui peut paraître abstrait de réponse à Philippe Le Goff et qui a été illustré par l'exemple pris par Béat, c'est que les logiciels antécédents, n'intégrant pas cette volonté première d'émancipation des personnes, étaient des logiques consuméristes basées très souvent sur des chiffres. Et on n'y a pas échappé, personne n'y a échappé. Nous avons tous, collectivités, été engagés dans cette voie-là. Voilà. Donc en Bretagne, à partir de novembre 2020 jusqu'à novembre 2021, l'ensemble des collectivités publiques avec l'État vont, en lien avec tous les réseaux d'acteurs de toutes les disciplines et de toutes les esthétiques, poser le sac pour mener réflexion commune en vue de refonder les politiques culturelles et donc de reconsidérer nos dispositifs des uns et des autres en matière de politique publique. Merci Jean-Michel. C'est donc une bonne nouvelle de dire enfin, dans un secteur, on va prendre le temps pour réfléchir et de ne pas être dans l'immédiateté et dans des réponses à réactions qui répondent qu'au temps présent. Peut-être il y a d'autres questions de nos participants?
Moi, peut-être je ne vois pas les mains levées, mais est-ce que Laurence? Oui, peut-être pour prolonger les propos de Jean-Michel, c'est aussi peut-être la réflexion sur le droit à l'expérimentation des territoires. Puisque effectivement, quand Jean-Michel, tu dis on pose le sac, on réfléchit, c'est après, je ne suis pas sûre que notre réflexion sera en capacité de faire bouger l'État central et les pratiques de l'État central, mais c'est quel droit aussi on ouvre au territoire, aux régions pour expérimenter et montrer que ces changements de paradigme peut amener effectivement à mener à bien les objectifs qu'on s'est fixés et qui produisent effectivement ce qu'on attend Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement une attente importante que les territoires peuvent avoir vis-à-vis de l'État, c'est ce droit à l'expérimentation. Et je crois que c'est une revendication essentielle qu'on doit avoir et qu'on a déjà vis-à-vis de l'État. Jean-Michel? Oui, pour répondre à Laurence, elle sait de toute façon, et tout le monde sait, parce que la position de la région Bretagne que j'ai développée, elle est connue, c'est la proposition de ce petit mot qui est anodin et qui est progressivement entré d'ailleurs dans le discours politique aujourd'hui, c'est le mot de différenciation. Et ce petit mot qui semble anodin est à la base de ce que l'on peut espérer pour demain. Pour dire les choses de la manière la plus transparente et sans la moindre langue de bois, chacun sait que je ne suis pas un soutien inconsidéré du gouvernement. Pour autant, il faut dire les choses là aussi telles qu'elles sont. J'ai plaidé pour cette refondation des politiques publiques auprès de Franck Riester, avec cette idée très clairement énoncée et même très clairement écrite: possibilité d'expérimentation, possibilité de différenciation. Et à l'époque où il était ministre, Franck Riester m'a confirmé son engagement pour que, en Bretagne, on s'engage dans un long processus de redéfinition des politiques publiques avec, à l'issue, la possibilité pour l'État, au moins en Bretagne, de faire bouger ses propres curseurs au nom de la différenciation, justement. Depuis qu'elle a été nommée ministre, Roselyne Bachelot a repris les engagements de Franck Riester, et cette semaine même, la directrice régionale des affaires culturelles a réaffirmé auprès de l'ensemble des collectivités territoriales qui étaient réunies lundi après-midi autour de ce projet de refondation que, in fine, à la fin du processus, s'il semble nécessaire de faire bouger des dispositifs de l'État, eh bien, les dispositifs de l'État bougeront. Donc, ce principe-là de différenciation, expérimentation semble aujourd'hui acquis, et j'en suis sur la ligne de départ très heureux. Après, j'ai un peu d'expérience et je sais que entre les engagements des ministres, dont je ne veux pas remettre a priori en cause la bonne foi au moment où ils énoncent un propos, je sais qu'après, les difficultés peuvent commencer. On l'a vu lors des longues négociations en vue de la délégation de compétences qu'a obtenue la région Bretagne en matière de politique culturelle concernant les politiques cinéma et les politiques du livre, entre des intentions énoncées par le politique et les freins mis par les administrations centrales, il y a eu un certain nombre de hoquets. Et on sait que si des élus et des politiques et des ministres et même le président de la République ont pu s'engager autour de la notion de différenciation et d'expérimentation, on sait que la très haute administration centrale n'a pas toujours un regard tendre sur ces possibles évolutions.
Voilà, donc je veux dire les choses telles qu'elles sont, à savoir que le ministère de la Culture a énoncé politiquement son intention d'aller vers l'expérimentation-différenciation, mais je ne me leurre pas, je sais que les difficultés peuvent commencer à ce moment-là. Merci beaucoup Jean-Michel. Arnaud? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Oui, bonjour à tous. Alors déjà, désolé de mon retard, j'ai raté un quart d'heure de la conférence, donc peut-être que je vais redire des choses qu'ont déjà dit les intervenants. Vous me coupez à ce moment-là. Je voudrais revenir sur la culture comme arme politique. On connaît tous la phrase qu'on prête à Goebbels qui disait dès que j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Et là-dessus, je pense que la culture peut servir aussi à empêcher le fascisme d'arriver dans nos sociétés. Et c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus sur les propos de Jean-Michel Le Boulanger qui parlait d'un rôle très important de la culture qui était de faire humanité ensemble. Je crois qu'à l'égard de cette question, le défaut de la culture, c'est qu'elle n'a pas assez répondu à la question suivante. À quoi elle sert? Et surtout aujourd'hui, à quoi elle sert dans un monde extrêmement inflammable? Jean-Michel Le Boulanger parlait par exemple du réchauffement climatique, de l'Amazonie qui brûle, de la scène géopolitique qui ne cesse de montrer ses dissensions. Je crois que la culture là-dessus n'a pas répondu assez à son utilité par rapport à ces sujets-là. Parce qu'a priori, il faut être aussi objectif, ce n'est pas l'heure de la culture a priori pour les gens. Le défaut d'humanité, il est manifeste dans nos sociétés actuellement. On a vécu une crise sanitaire et actuellement, on est en période de résilience. Les problèmes sociaux ne font qu'augmenter. En Bretagne, au niveau local, on connaît aussi des problématiques sociales, je ne les rappelle pas, mais les déserts médicaux, le retrait progressif des services publics, la détresse des agriculteurs et des pêcheurs. Et là-dessus, la culture doit démontrer à quoi elle sert. Mais je crois que pour répondre à ces questions-là, la culture doit assumer le fait de ne pas pouvoir régler ces questions-là, ces problématiques sociales. Mais elle doit répondre à la question de dire qu'elle sert à autre chose et à quelque chose de supérieur. Ici, la culture, elle doit servir de ciment, et c'est ce qu'a dit Jean-Michel, elle doit servir de passerelle entre le monde qui part et celui qui vient. Pour revenir à la Bretagne, schématiquement, quels sont les défis de la Bretagne? C'est un télescopage de différents modèles, que ce soit la métropolisation, que ce soit le passage d'un modèle agricole à un autre, que ce soit le passage d'un modèle démographique à un autre. Et là-dessus, la culture doit se servir de ciment et de passerelle pour régler cette crise qui vient. La crise n'est pas forcément un mauvais mot, mais dans cette confrontation de modèles, la culture doit démontrer là-dessus son utilité et non pas à régler des problèmes sociaux qui sont à court terme les problématiques qui concernent de plus en plus les Français, notamment les Bretons, mais à répondre à une problématique davantage de long terme, à mon sens. Merci Arnaud. Béatrice, comment la culture peut répondre en Bretagne? C'est concrètement, comment elle peut être une arme efficace contre la crise? Peut-être pas, il y a peut-être pas réponse très simple à donner, mais peut-être. Oui, d'accord. Là, je vais m'exprimer vraiment à titre très, très personnel. Pour moi, les droits culturels, c'est vraiment la capacité de tout reprendre. Voilà. De tout reprendre, parce que justement, c'est vraiment la culture au sens anthropologique. Donc, effectivement, c'est ce qui va faire sens chez les personnes. Et donc, je pense que les droits culturels, en fait, c'est l'impensé du développement durable. Voilà, puisque le développement durable, il y a les 3 piliers. Ne pas oublier que les 3 piliers du développement durable, comment dirais-je, ils ont un ordre. Voilà. Aujourd'hui, comment dirais-je, le pilier environnemental, qui est le pilier le plus connu du développement durable, c'est la condition. Et comme le disait Arnaud, dans un monde qui s'enflamme, comment dirais-je, physiquement, voilà, le développement durable, c'est la condition d'être vivant sur Terre. Le pilier économique, c'est le moyen. Et le pilier social, c'est la finalité du développement durable. Et là, je reprends les propos de Jean-Michel sur les droits culturels, c'est faire humanité. Voilà, il l'a dit, nous sommes tous ensemble sur la même terre.
On ne peut pas s'échapper, prendre un truc, une fusée pour aller sur Mars et autres. Non, non, on est là, point, il faut faire ensemble. Donc, en fait, les droits culturels, il y a, entre guillemets, une pensée culturelle en environnemental, une pensée culturelle, comment dirais-je, en économique et en social. Donc, pour moi, les droits culturels, c'est l'impensé du développement durable. Et c'est pour ça que comment est-ce qu'on peut, comment les acteurs culturels, de leur point de vue, alors qu'ils ne représentent pas la culture au sens anthropologique, mais, comment dirais-je, une relation à l'art, comment est-ce qu'on peut, comment dirais-je, travailler. Je ne vais pas reprendre le mot arme que vous avez utilisé, mais en fait, je pense qu'en ce qui nous concerne, nous, à l'ATM, donc l'Association transmusicale, on a réfléchi à ce que ça veut dire être acteur culturel. Voilà. On a un projet artistique, on a un projet culturel. Ça veut dire quoi d'être acteur culturel? C'est un mot valise. On met tout ce qu'on veut dedans. Et donc, nous, on a mieux défini, on a essayé de préciser. Et donc, en fait, en tant qu'acteur culturel, sur le projet artistique, on va se définir comme un artisan d'art en spectacle vivant. Sur le projet culturel, on va se définir comme un acteur social sur un média artistique. Et le fait qu'effectivement, on se dise acteur social, ça veut dire qu'on va, comment dirais-je, intégrer en développement durable toutes les parties prenantes. Et que donc, comme le disait Jean-Michel, ça va être une réflexion collective. On ne va pas réfléchir uniquement par rapport à notre fonction d'acteur culturel au sens ancien du terme. On va effectivement travailler avec beaucoup plus de structures, avec beaucoup plus, comment dirais-je, de personnes. On va effectivement essayer de mettre en place, je veux dire, un écosystème où nous allons inclure. Alors que dans le système ancien, on travaille à ne pas exclure. Et donc, nous, on va dire, il vaut mieux inclure pour ne pas avoir à contourner le système d'exclusion qui est en fait en place. Et donc, pour répondre à la question, oui, moi je suis d'accord avec Arnaud, ce n'est pas nous qui réglons les problèmes. Ça, c'est le niveau politique. Nous, sur le terrain, notre projet, qui est malgré tout un projet politique, ça va être de montrer que justement, les choses sont possibles. C'est-à-dire que les gens peuvent, comment dirais-je, faire société ensemble, faire humanité ensemble. Les festivals, moi, je les considère d'abord comme des espaces sociaux, avant de dire qu'ils sont paramétrés par l'art. Voilà. C'est clair que les festivals, c'est visible, l'écosystème humain des festivals. C'est très, très visible. Voilà. Et en fait, la culture doit servir de ciment entre le monde qui part et celui qui vient. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est une responsabilité qui est commune. Pas que les acteurs culturels. Tout le monde doit travailler à ça. Et je termine en disant que le développement durable, c'est le principe responsabilité d'Ange Jonas. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Et il faut intégrer dans nos réflexions et dans nos actions les conséquences qu'elles doivent avoir. D'où l'importance, tout à l'heure, que Jean-Michel, comment dirais-je, citait sur le temps. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir notre réflexion dès le départ. En tant que donneur d'ordre, on doit prendre en considération toute la chaîne qu'on va enclencher. Et donc, en tant qu'acteur culturel, on a une responsabilité, c'est voilà, de savoir, ce qu'on veut, et de travailler aux incidences que nos actions vont avoir. D'où l'importance, et là je reprendrai le terme évaluation qui a été prononcé en disant que pour moi l'évaluation, c'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif, et c'est extraire la valeur de l'action. Et là aussi, il faut du temps. Et il faut aussi, avec les collectivités, que les acteurs culturels, dans le cadre des conventions que nous signons avec les collectivités, en ce qui nous concerne l'ATM, on a les 5 niveaux territoriaux autour de la table, et c'est comment on évalue et qu'est-ce qu'on évalue. Parce qu'en fait, une convention, c'est, entre guillemets, un partenariat. Et chacun participe à son endroit à la convention.
il n'y a pas que l'apport de subventions, même si c'est bien sûr très important et c'est une des conditions de l'action, mais une convention, et ça Jean-Michel le sait bien, c'est aussi un acte politique. Et effectivement, il faut qu'on se mette d'accord entre acteurs culturels et collectivités, et je suis à nouveau d'accord avec lui pour le dire, l'expérimentation. Voilà, comment dirais-je, dans les conventions, c'est accepter que quelquefois on se plante, on en tire les enseignements et on repart. Donc du long terme à nouveau, quoi. Et vraiment l'importance sur la relation entre acteurs culturels et collectivités. Je pense qu'effectivement, les projets se situent au croisement de l'intention politique des collectivités et de l'intention politique de l'acteur culturel. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Jean-Michel, puisque Bernice Rose n'est pas là, ça va tomber sur toi. La question qui est, je me fais l'avocat du diable qui ne reflète absolument pas ma pensée, mais je pense que bon, pour ceux qui peut-être le pensent, mais qui n'osent pas le poser, c'est de dire, bon, vous l'avez dit tous, que le rôle premier de la culture, c'est faire ciment, faire société ensemble, faire tout, faire la société. Et comment est-ce que ce n'est pas paradoxal dans cette vision des choses de promouvoir le particularisme d'une culture? Est-ce si on défend une culture régionale, une particularité, est-ce qu'on ne va pas accentuer la division dans la société dont on souffre aujourd'hui? Encore une fois, ce n'est pas ma pensée du tout. Mais la question, il vaut mieux la poser. Ce n'est pas ma pensée non plus. Mais avant, vu que je ne suis pas adhérent au Parti socialiste et que je suis là à une réunion où il y a un certain nombre d'adhérents du Parti socialiste, je vais me permettre de dire ce que je pense, même si ça va gratter tous ceux qui sont autour de la table. Enfin, quoique je vois les noms de ceux qui sont autour de la table et je ne suis pas sûr que ça les gratte beaucoup, eux. Mais enfin, parce que de toute façon, ils ne seraient pas là autrement. Je tente de répondre par un petit prisme, mais qui ne me semble pas secondaire du tout à ce que disait Arnaud tout à l'heure. À quoi ça sert, la culture? Je crois beaucoup à la parole politique. Rémi Touloat disait « Je suis républicain, moi aussi, et je connais l'histoire de notre République. Et je connais l'histoire du socialisme dans notre République. Et je veux dire ça, c'est qu'on a besoin d'une parole politique forte en matière de politique publique de la culture, et que cette parole politique forte, elle a un peu déserté les partis depuis une trentaine d'années, je trouve. Moi, je l'ai souvent dit et je l'ai souvent répété, même, Jaurès parlait du pain. Jaurès parlait évidemment ô combien du pouvoir d'achat, sans utiliser cette expression qui s'est développée considérablement après lui. Jaurès parlait de la difficulté de la condition ouvrière, mais Jaurès parlait aussi et toujours de l'art, de l'enrichissement, de la culture, au sens où Béatrice l'évoquait à l'instant. La veille de sa mort, le 30 juillet, alors que, comme on le dit habituellement, les bruits de bottes dans toute l'Europe étaient là, la veille de sa mort, alors qu'il est en plein congrès de la dernière chance de l'Internationale socialiste à Bruxelles, Jaurès va visiter le musée des Beaux-Arts de Bruxelles. On est le 30 juillet 1914. Et quand son entourage des socialistes français qui étaient là avec lui, mais toute l'Europe était là, quand son entourage lui dit « mais tu ne peux pas prendre 1 heure pour aller visiter un musée maintenant alors qu'on a des dépêches qui viennent de toutes les ambassades », Jaurès avait répondu « mais pourquoi nous battons-nous ? Pourquoi nous battons-nous ? Pour la paix,
Pourquoi nous battons-nous pour la paix? On se bat pour la paix parce qu'on a une certaine idée de l'humanité. Mais qu'est-ce qui illustre la grandeur de l'homme? Eh bien, les musées. Ce que l'on trouve dans les musées, c'est la grandeur de l'esprit humain. C'est pour ça qu'on se bat. Se battre pour la paix, se battre pour les musées. Jaurès le dit la veille de sa mort, le lendemain il est assassiné, c'est la même chose. Que dit le Front populaire? Du pain et des roses. Du pain et des roses. C'était un slogan des socialistes américains, c'est devenu une des bases de slogan du Front populaire, du pain et des roses. Il faut du pain, bien sûr. Il faut des congés payés, évidemment. Mais nous ne sommes pas que des agents économiques. Nous sommes aussi des personnes. Et on peut être ému par des roses, en l'occurrence. On peut avoir besoin de musique, de chansons. Et quand on a un deuil, et ça arrive à tout le monde, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend ici et là dans les cérémonies laïques ou dans les cérémonies religieuses? Eh bien, on va entendre des poèmes, on va entendre des chansons. Du pain et des roses. Et quand Léo Lagrange développe le projet qui va aboutir avec Léon Blum au Front populaire, il parle du bonheur. Du bonheur. Alors le bonheur, c'est le pain, mais le bonheur, c'est aussi les roses. Et c'est exactement ce que reprend le Conseil national de la résistance au printemps 1944. La formule de fin du fameux texte très connu du Conseil national de la résistance, c'est créer, c'est résister. Résister, c'est créer. La création, ce dont parlait Jaurès en allant visiter le musée des Beaux-Arts, la création, c'est l'humain. Et quand on se bat contre le nazisme, on se bat pour la petite lumière de l'humanité et de l'humain en nous. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Les totalitarismes, toujours, commencent par couper les doigts des guitaristes, à couper la langue des poètes et à interdire la liberté des expressions artistiques sur les plateaux des théâtres. C'est toujours le cas. Et le XXe siècle nous l'enseigne, de Goebbels à Staline jusqu'à Pinochet, qui va couper les doigts à Santiago du Chili du poète et guitariste Victor Jara. Donc la culture, pour faire simple, ça ne sert à rien, c'est tout simplement essentiel. Voilà. Moi, j'essaye de me marque-bouter à ça, et quand je réponds au Front National qui veut ici et là interdire des créations, c'est rien une création dans un festival de Bretagne, c'est rien du tout. Ça touche à cet essentiel-là. Si on accepte l'interdiction par une voie politique au nom d'une idée totalitaire du monde, si l'on accepte une interdiction d'une œuvre, c'est le principe même de la République, liberté, égalité, fraternité, qui reçoit un petit coup de canif. Et si on s'habitue au petit coup de canif, eh bien un jour, on recevra un coup de poignard. Donc, fin de longue parenthèse qui me semble essentielle. On a besoin d'une parole politique. On a besoin d'une parole politique. Et pour gratter, puisque je disais que j'allais gratter peut-être les militants socialistes, j'ai regretté au cours, en gros, des 20 dernières années, que le Parti socialiste n'ait pas développer des paroles fortes et essentielles sur ces questions-là. Lui aussi englouti d'une certaine manière dans les questions de gestion de la société. Je l'ai regretté et je veux le dire très amicalement à tous les gens qui sont autour de la table. Pour répondre à la question de Fauroux, le propos qu'elle tient, non pas en son nom, mais au nom de voix que l'on entend les uns et les autres, à mes yeux, ce propos-là ne résiste à aucune analyse. Il n'y a pas d'autarcie. Il n'y a pas de frontière hermétique entre les pratiques culturelles
il y a des cultures vivantes qui se sont toujours enrichies des ailleurs et des contemporanéités successives. Les pratiques culturelles de Bretagne d'aujourd'hui ne sont pas, et même si on les qualifie de traditionnelles, ne sont pas du tout les pratiques culturelles de Bretagne d'il y a un siècle. Et si ces pratiques culturelles que l'on dit enracinées, essentiellement nos musiques et nos danses, pour en rester là, sont toujours vivantes, sont toujours extraordinairement vivantes et mobilisent jusqu'à 35 000 adhérents dans l'ensemble de nos grandes confédérations, c'est justement parce que génération après génération, elles ont accueilli des ailleurs et elles ont accueilli les modernités successives. Les grands cercles celtiques d'aujourd'hui sont aussi des pratiques de danse contemporaine. Les grands bagadous d'aujourd'hui, qui ont un haut niveau d'exigence, un très haut niveau de virtuosité, sont aussi, toutes choses égales par ailleurs, l'équivalent de grands orchestres symphoniques. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est une réalité intrinsèque qui vient renforcer ce que je crois, à savoir qu'il n'y a aucune hiérarchie entre les formes de culture. Et je suis en cela totalement d'accord avec ce que disait Béatrice tout à l'heure. Il est très digne de jouer de la contrebasse dans un orchestre symphonique. Il est tout aussi digne de jouer du biniou dans un bagad. Il y a égale dignité des formes de culture. Il faut résister à ce discours qui voudrait nous faire croire qu'il y a des cultures plus, je ne sais pas quel terme employer, enfin qui seraient mieux que d'autres et qui relègueraient les cultures populaires à la seule bonne volonté d'une éventuelle vie associative. Je crois que la force publique et nos politiques publiques doivent affirmer très fortement l'égale dignité entre les formes de culture. La Bretagne a beaucoup à dire depuis un siècle là-dessus, et j'espère que la Bretagne continuera à dire, d'ailleurs. Désolé d'avoir été... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Michel, vraiment pour ces paroles, parce que moi, personnellement, je pense aussi que quand on respecte les politiques, la culture et les langues régionales, on saura respecter l'humanité. Et sur tes paroles amicales, sur manque d'une parole politique, on est tous nostalgiques des grands hommes qui peuvent être porteurs de grandes paroles pour nous soulever, comme tu as pu faire référence à Jaurès. L'histoire aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Et ceux qui veulent renier l'histoire, la filiation, les boussoles, bah, on arrive à des moments comme aujourd'hui qu'on n'a pas de repères. Et voilà, donc sois-en rassurés que tes paroles sont perçues comme des paroles amicales et précieuses pour nous, pour les socialistes qui sont autour de cette table. Arnaud, tu veux intervenir? Très très rapidement, je veux juste rassurer Jean-Michel et lui dire que en tant que militant socialiste, ça ne me gratte pas du tout ce qu'il dit et que je partage totalement ses propos, notamment sur le caractère gestionnaire des responsables politiques. Si on oublie trop souvent que les radicalités de nos concitoyens naissent aussi d'un manque de sens et que les responsables politiques là-dessus sont extrêmement fautifs parce que nous sommes de plus en plus pétris de gestion et nous oublions aussi que porter une parole politique, c'est donner du sens à la vie et donner du bonheur aux gens. C'est pour ça que j'ai aimé ta référence aux roses. Je pense qu'on doit avoir aussi le courage, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, de donner un peu de lyrisme à nos discours et surtout du sens et d'arrêter uniquement de parler de chiffres et de statistiques administratives. Voilà. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ton intervention, des remarques? Pour vous? Oui. Oui, Oui, bonjour à tous. Ouais, je m'étonnais qu'on ne t'entendait pas jusqu'à présent. Non, mais, hein. mais j'écoutais avec beaucoup d'intérêt les interventions des uns et des autres, des unes et des autres. Je vais rebondir sur... Enfin, il y a première chose, un constat dans les responsabilités que j'ai pu avoir dans la culture
bretonne à travers le Festival interceltique, j'ai toujours été frappé par, comment dirais-je, un paradoxe, à savoir un enthousiasme populaire, une présence massive d'hommes et de femmes, de citoyens et de citoyennes à Lorient, dans les salles de concert, dans la rue, avec un désir de participer à des grands moments, soit d'écoute d'artistes, soit de partage à travers la danse, à travers en concert, dans la rue. Et le paradoxe, c'est quand je regarde quel est le degré de pratique culturelle en musique, en danse, par la population d'une manière générale, y compris la population bretonne. Jean-Michel rappelait les effectifs de nos fédérations de culture bretonne. Il y a un vrai décalage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on peut avoir cet engouement d'une grande partie de la population pour des grands événements, ou des petits événements d'ailleurs, parce que y a pas, pour moi, il n'y a jamais eu de grands, de petits événements. Ils ont tous des grandes qualités et ils sont tous des moments de partage. Mais comment on arrive à aller plus loin, et c'est en ça que peut-être les politiques ont quelques responsabilités, pour amener davantage la population à la pratique musicale, à la pratique artistique, quelle qu'elle soit. Et ça a toujours été pour moi une interrogation, et que souvent, il a raison, Jean-Michel, de gratter un petit peu les socialistes d'une manière générale sur la question des politiques culturelles et de ce qu'on peut dire sur la culture. Je pense que peut-être ce qu'on a oublié au Parti socialiste, alors ce n'est pas tant la période où on a poussé à la construction de Zénith, etc., mais c'est, je pense, et je remonte à une période où on avait créé un ministère du temps libre, où on avait travaillé sur le temps de chacun et chacune d'entre nous. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre? Et quand on a été en capacité de porter la réforme, la réduction de temps de travail dans les années 97, ici d'actualité, sous le mandat de Lionel Jospin, on n'a pas su rebondir sur cette notion de temps libre que ça pouvait dégager. Et on n'a pas su travailler non plus sur ce que peut être le statut à un moment donné, alors pas seulement que des acteurs culturels. Je m'exprime. Aujourd'hui, il y a des professionnels, il y a les professionnels de la culture, les gens qui en ont fait leur métier, et puis il y a tous ceux qui l'ont en responsabilité, et en responsabilité souvent bénévole. Et là aussi, on n'a pas su travailler sur cet aspect-là. Comment on soutient, comment on accompagne les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont des acteurs culturels de pratique amateur ou bénévoles, et comment on les accompagne pour justement permettre encore d'aller plus loin dans le développement encore plus important de la pratique par toutes et par tous. Parce que je crois que c'est ça que peut-être on a besoin de retravailler, nous peut-être en tant que temps de socialistes, et c'est peut-être en repartant de la notion de temps libre. Je pense que c'est un concept qu'on a pu réinterroger depuis des années, et peut-être que c'est un concept qu'on pourrait aborder, et à travers l'organisation je prends là l'exemple de la culture bretonne, hein, à travers cette pratique amateur, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, comme interrogation, comme projet, comme perspective? Et c'est peut-être vers ces acteurs-là et vers ce monde culturel-là qu'il faut qu'on regarde. Aujourd'hui, on est dans une région qui a cette chance d'avoir un tissu associatif culturel très important. Essayons de l'interroger. C'est peut-être là qu'on va trouver les clés qui vont nous permettre, soit dans des politiques régionales ou locales, mais soit aussi d'interpeller l'État et d'interpeller finalement les politiques nationales. Et pour terminer, je dirais, moi j'ai jamais eu, en tout cas pour la culture en région ou la culture territoriale, j'ai jamais eu très confiance dans les politiques nationales, et je trouve que la culture au niveau ministériel, elle est quand même très figée. On aurait besoin, et là le Parti socialiste aura besoin effectivement de réinterroger, y compris sur comment fonctionne et à quoi sert le ministère de la Culture aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas nécessité à un moment donné là aussi de faire une grande mise à plat sur à quoi sert-il et surtout comment est-il organisé en région. Merci beaucoup, Bruno. Avant que Béatrice ou Jean-Michel répondent à quoi ça sert aujourd'hui le ministère de la Culture, est-ce qu'il faudrait continuer? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une réflexion là-dessus et sur la notion du temps libre que tu as évoqué? Je passe la parole à Guillaume Carré.
J'adore. Salut Bruno, pour te répondre en partie, je pense qu'il ne faut pas opposer les pratiques amateurs et les pratiques professionnelles. C'est par exemple dans les programmations de salles, c'est aussi faire place aux pratiques amateurs. Parce que quand une pratique amateur, c'est pas de l'amateurisme. Je pense dans le monde amateur, je pense je pense au théâtre, parce que je fais partie d'une troupe de théâtre. Et ben, on a aussi de l'exigence. Donc, je pense que c'est important aussi, peut-être dans nos programmations, voilà, de faire place à ces pratiques amateurs. Et juste une autre remarque que je voulais faire, on se questionnait sur l'utilité de la culture, mais l'utilité de la culture, finalement, elle s'inscrit aussi dans le temps. Je pensais aux œuvres de science-fiction, 1984 d'Orson Welles, je pense à des films comme Matrix, THX, qui nous font réfléchir aussi au monde d'aujourd'hui. Donc voilà. Juste, je n'oppose pas hein, du tout, Oui. Guillaume, pratique amateur et pratique professionnelle, surtout pas. Mais peut-être que j'ai peut-être pas été assez explicite. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, y compris pour développer encore davantage la pratique amateur, donc en fait, pour amener davantage de nos concitoyens sur des pratiques culturelles, comment on se donne les moyens de permettre à toutes celles et tous ceux qui vont être des responsables de troupes ou des responsables d'associations, comment on leur donne davantage la capacité à avoir du temps pour pouvoir aider justement à cette diffusion beaucoup plus large. Moi, j'ai été frappé à chaque fois que je suis allé en particulier, c'est le Pays de Galles qui m'a le plus frappé, c'est de voir tous ces jeunes, même en Écosse, dans la rue, dans les pubs, dans des salles diverses et variées, de voir toute ce nombre très très important de jeunes qui jouent de la musique, qui chantent, qui dansent, etc. Et on n'est pas la région Bretagne, la région la plus pauvre, entre guillemets, on a une vraie diversité, une vraie richesse, mais comment allons-nous plus loin pour faire partager encore davantage? Je ne vais pas développer sur l'état du système d'enseignement en éducation artistique et culturelle, mais c'est le parent pauvre de l'éducation nationale aujourd'hui. Quand on pense qu'en collège, les enfants ont 1 heure de musique par semaine et 1 heure de cours d'art plastique par semaine, c'est largement insuffisant pour travailler sur le développement de leur capacité de création, de créativité sur les questions d'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est comment on permet à un plus grand nombre de pouvoir pratiquer, quel que soit comment dirais-je, l'art, les différents possibles, et comment nous, politiques, on se met en capacité. Et je pense que c'est une des clés, à mon sens, je reviens sur la question du temps libre, mais c'est comment on permet d'ailleurs d'assurer les transmissions, parce que c'est aussi une question de transmission. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Guillaume. Béatrice, comment peut-on valoriser davantage les pratiques amateurs professionnelles, les métiers d'art? Comment peut-on concrètement leur donner du temps pour plus produire? C'est compliqué, hein? Je ne suis pas très bien placée pour répondre à votre question. Déjà, je pense qu'on est coincé par, comment dirais-je, cette parole de Descartes, je pense donc je suis. Comme s'il n'y avait effectivement qu'une manière d'être, c'est effectivement le rapport à la pensée, alors que, comment dirais-je, là on le voit précisément, il y a bien d'autres manières d'exister. Et que l'art, justement, ça va être une capacité symbolique et que la pratique artistique met en mouvement toutes les dimensions émotives, sensitives, sensorielles, physiques
des personnes. Et c'est pour ça que j'apprécie la distinction qu'a fait Bruno sur… il n'a pas parlé d'éducation, il a parlé d'enseignement. Et aujourd'hui, l'école, pour moi, c'est de l'enseignement. Et justement, il n'y a pas cette notion d'éducation. Je pourrais donc commencer par dire que les deux ministères qui nous concernent, éducation et culture, portent très mal leur nom. Parce qu'en fait, l'éducation, ça intègre toutes les dimensions humaines, absolument tout. Pour le coup, quand vous mangez, c'est de l'éducation, entre guillemets. Voilà, et moi, je me souviens quand mon arrière-grand-mère me faisait, des craquelins avec du lait Ribot. Ça m'a profondément marqué. Voilà, et ça fait partie de mon éducation. Voilà. Et donc déjà, redonner aux mots leur réalité sémantique. Donc en éducation artistique et culturelle, je suis d'accord sur le fait que c'est vraiment la dimension parent pauvre de l'enseignement. Moi, je me souviens, parce que voilà, mais les enfants sont aussi allés à l'école, du bien-être qu'ils ressentaient en école, avant la primaire, c'est, je ne sais plus, la maternelle, parce que justement, il y avait la relation au dessin, il y avait la relation au chant, il y avait la relation à la musique, et effectivement, bien sûr, il y avait la relation à la lecture, mais ça, c'était autre chose. Mais en tout cas, cette dégringolade de l'intérêt pour l'école, parce que, quand on passe en primaire, on arrête tout ça. Et il faut effectivement des parents qui ont à la fois l'intérêt et les moyens de donner aux enfants la capacité de continuer à côté, d'aller dans les MJC, d'aller dans les écoles de musique, etc. Donc en fait, arrêter de penser que la dimension principale de l'être humain, c'est effectivement la pensée. Non, la vie, c'est autre chose. Et effectivement, de ce fait-là, on réintégrera l'art et la culture dans une pratique qui paraîtra, on va dire, à la fois simple et entre guillemets normale, quoi. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est effectivement, ce sentiment de distance dont on a déjà parlé entre la parole politique et la manière dont cette parole peut être mise en œuvre dans une administration centrale. Où effectivement, là, on tombe sur la volonté de maîtriser, cadenasser. Et en fait, je pense que, comme en développement durable, il faut, penser global et agir local. Et avoir cette capacité, justement, d'interprétation des principes politiques globaux, voilà, et cette capacité de le faire en prenant en considération les spécificités locales, les particularités locales et les identités locales. Donc, avoir une beaucoup plus grande capacité de faire. Voilà. On pense politique, on pense par principe, mais après, on adapte. Après, on a une capacité de liberté d'action. Voilà. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'en fait, ça me semble, remettre en cause, on va dire, deux points importants pour moi de la civilisation occidentale, c'est la domination, d'une part, et donc un seul schéma. Et puis après, la capacité, le fait que on intellectualise. Alors qu'aujourd'hui, il faut avoir une pensée beaucoup plus pluridimensionnelle. Voilà. Basta pour moi. Merci Béatrice. Je pense que Jean-Michel, c'est pour répondre à cette dernière question, parce que je vois l'heure tourne, et donc on s'approche à la fin de notre webinaire. Alors Jean-Michel, pour répondre à ce qu'elle a dit, ils ont dit, Guillaume et Bruno, comment concrètement peut-on, est-ce que nous avons un levier pour valoriser nos professionnels, amateurs ou pas, et
à la fin, est-ce que, avec tout ce qu'on a dit, est-ce que on a besoin d'un ministère de la Culture aujourd'hui? Est-ce que d'avoir un ministère de la Culture sert à quelque chose? Sur le premier point, le propos engagé par Guillaume et prolongé par Bruno, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a déjà été dit. On est dans une région où il y a une vraie spécificité qui pose problème au ministère de la Culture. C'est que les pratiques amateurs sont extrêmement développées. Je rappelle, 35 000 adhérents dans l'ensemble de nos confédérations, enfin, Kenler pour la danse et son Erion pour l'ensemble des musiques, c'est tout sauf anecdotique. Ce sont des pratiques amateurs et ces pratiques amateurs posent effectivement un problème au ministère de la Culture puisque historiquement, il y a eu une césure, à mon avis, dont on ne s'est jamais remis, la césure initiale, la décision dramatique qui a été posée en 1958-59 à la création du ministère de la Culture, qui, dans le ministère Malraux, là encore pour faire vite, et évidemment c'est tellement rapide que c'est un peu caricatural, mais il n'empêche qu'il y a un vrai fond de vérité à positionner tous les outils de défense de la culture savante, pour reprendre l'expression de Béatrice tout à l'heure, et la création concomitante du ministère de la Jeunesse et des Sports, où l'éducation populaire et les pratiques amateurs vont être engagées. Ça, c'est une césure initiale qui date de 1959 et qui, je crois, est très néfaste, et en Bretagne tout particulièrement en raison de la force de ces pratiques amateurs autour des cultures populaires. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jack Lang il y a 2 ou 3 ans. On a participé ensemble à une même table ronde. Et en off, en dehors de la table ronde, je lui ai demandé s'il avait un seul regret de ces 10 années ministérielles. S'il avait un seul regret, ce serait lequel? Et il m'a dit de ne pas avoir aboli la césure entre justement éducation populaire, pratique amateur, pratique culture populaire et culture dite savante. C'est-à-dire abolir cette différenciation initiale de 1959 qui est, je crois, très préjudiciable. Et dans le cadre des expérimentations, différenciations qui sont à l'œuvre, j'ai posé cette question. Dans la démarche de refondation des politiques publiques, si on raisonne à l'échelle d'un territoire et non à l'échelle des disciplines ou des esthétiques, si on raisonne à l'échelle d'un territoire, il faut organiser la relation, il faut organiser le maillage, il faut organiser les lieux de fertilisation croisée entre justement toutes les disciplines et toutes les esthétiques. Je crois que l'avenir, il est là. Il est dans la relation. Si on raisonne territoire, il faut développer la relation entre les pratiques amateurs et les pratiques qu'on va qualifier de savantes ou de professionnelles. Et alors, il y a beaucoup de choses qui existent en Bretagne en la matière. Dans tous les domaines aussi, il y a beaucoup de choses. On ne part pas de zéro. Quand un grand danseur contemporain qui s'appelle Michael Filippo, organise tout un travail, qui est un artiste associé de grandes scènes nationales, et qu'il organise tout un travail avec un cercle celtique. Je ne l'invente pas, ça existe. Dans le domaine des musiques, on a vu énormément de choses, et l'Orchestre national de Bretagne aujourd'hui, sous la houlette de son chef gallois d'ailleurs, s'engage très résolument dans ces directions-là, quand il travaille avec Dan Arbraz, avec Marthe Vassallo, etc. etc. Bon, il défriche et il faudra continuer. Et donc, moi, j'entends que l'on continue à aller vraiment avec force et enthousiasme dans cette direction de la relation pour abolir la dissociation ministérielle qui date de 1959. À quoi sert le ministère de la Culture ? Je ne refais pas l'histoire. On est dans un pays extrêmement centralisé.
On est dans un pays où justement la gloire de Malraux et de la rue de Valois ont surjoué en quelque sorte la verticalité de l'État. Et comme le disait Rémi tout à l'heure, je suis, disait-il, un fervent militant de l'enseignement public, mais je reconnais au nom de principes de réalité qu'il y a 40% de l'enseignement qui est dans le privé ou dans l'associatif privé, etc. Je ne reprends pas son propos. Moi, je pars aussi d'un principe de réalité, c'est-à-dire que le ministère de la Culture, il est là, il a des pouvoirs qui ne sont absolument pas négligeables et il y a des moyens qui ne sont absolument pas négligeables. Alors, autant je suis favorable à ce qu'il y ait des décentralisations actives dès lors qu'elles sont souhaitées par les acteurs, parce que je ne veux pas séparer les acteurs de l'organisation même de nos politiques publiques. Dès lors que les acteurs qui participent à la co-construction des politiques publiques sont favorables à des décentralisations, évidemment, je le suis également. Et de ce côté-là, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire encore. En attendant, et aujourd'hui, en 2020, le ministère de la Culture est là. Je souhaite qu'il soit doté, et c'est ma nostalgie énoncée tout à l'heure, de grandes voix qui ne soient pas uniquement des voix gestionnaires ou des voix d'émissions de divertissement télévisuel, qui soient aussi des voix qui nous parlent de liberté, d'égalité et de fraternité, et qui rappellent qu'il n'y a pas de politique sans le sens du bien commun. Merci, merci encore Jean-Michel pour toutes ces paroles, Béatrice également. Merci sincèrement pour vos interventions et aussi aux participants. On a passé un moment merveilleux avec vous. On se donnera rendez-vous au mois de novembre pour l'organisation de ces ateliers avec vraiment des propositions concrètes que nous porterons avec cette co-construction ensemble, tous ensemble, que nous porterons notre voix pour les échéances électorales qui vont arriver au mois de mars. Et Jean-Michel, je réserve une question au mois de novembre à te poser, la même question que tu as posée à Jacques Lang. Est-ce que tu as un seul regret en tant que vice-président du conseil régional par rapport à ta fonction, mais ce serait la question qu'on te posera plus tard. En tout cas, moi, je suis vraiment fière d'avoir toi comme collègue à la région. C'est une voix nécessaire, essentielle, et qu'à chaque fois, que ça nous accompagne et qu'on a besoin de toi. Et c'était un formidable aventure à tes côtés. Voilà, c'était un petit message amical que je voulais passer d'une manière personnelle à Jean-Michel. Encore merci à vous tous et rendez-vous pour le prochain webinaire qu'on vous donnera le thématique comme d'habitude par mail. Merci encore et bon week-end. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.